le 29 mai à 18h. On sera en direct d'un studio à Jérusalem. On a effectivement beaucoup de surprises, même pour les gens qui parlent un tout petit hébreu. Ça sera tout à fait abordable. A fait de l'hébreu hommage à Eliezer Ben Yehuda. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Si vous avez envie d'apprendre l'hébreu, eh bien restez avec nous, écoutez bien cette émission car prochainement le plus grand Ulpan du monde va avoir lieu. Ce sera par Zoom, vous pourrez donc tous y assister où que vous soyez sur la planète. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Avi Zana, responsable du département Europe au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Il est sur le plateau. Avi, bonjour. Shalom, bonjour. Alors on est très content de vous recevoir parce que c'est vrai que c'est une super initiative, franchement, le plus grand Ulpan du monde, ça fait rêver. On va pouvoir apprendre l'hébreu, qu'on soit à Tombouctou, à Paris, à Nice, en de Israël. Los Angeles à Moscou quasiment. C'est déjà génial. Là qu'on a des bureaux, un petit peu évidemment en Europe, en Amérique latine. Vous savez que le département dans lequel je travaille, le département de la promotion de l'ALIA, l'Organisation sioniste mondiale, active déjà plus de 400 ulpanim dans le monde. Donc on est la plus grosse structure de l'apprentissage de l'hébreu. Ouais, mais là, ça va être vraiment une journée. Complètement. On va pas apprendre, j'imagine qu'on ne pourra pas apprendre des tas de choses, mais en tout cas, l'idée est très belle, quoi. L'idée, c'est d'abord que notre but, c'est de faire comprendre que l'hébreu est un dénominateur commun de tout le peuple juif. Et donc, c'était aussi une façon de montrer comment des juifs de Los Angeles, de New York, de Buenos Aires, de Paris, de Londres, de Moscou, peuvent s'asseoir autour d'une même table et faire un cours d'hébreu. Évidemment, ce cours d'hébreu a quelque chose de tout à fait particulier, mais d'abord, c'est ce qu'on voulait montrer de commun entre tous ces juifs. Certains se lèveront tôt à Los Angeles à 8h du matin, d'autres à 6h de l'après-midi ou 7h à Moscou, et même un peu plus tard à l'est de l'URSS. Alors, c'est quand et c'est à partir de quelle heure ? Alors, d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, j'allais dire, donner à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, on voudrait d'abord, avant tout, commémorer une personnalité ça, on va en parler, très bien, connue. Bien sûr, mais c'est juste pour donner le jour, parce qu'on en a parlé. Alors, le jour, c'est évidemment le Yom Yerushalayim, c'est aussi un jour symbolique, le 29 mai, à 18h, heure de Jérusalem. Donc, tout le monde va aussi se mettre à l'heure de Jérusalem. Ça, c'est génial. Voilà, et c'est le jour de Yom Yerushalayim, évidemment. Eliezer Ben Yehuda était aussi Ish Yerushalayim, une personne de Jérusalem dont on va parler tout de suite. Alors, Eliezer Ben Yehuda, il n'est pas étranger à cette histoire, puisqu'en fait, c'est ses 100 ans, et c'est un peu le père de l'hébreu moderne. Tout à fait, on l'appelle Mechaye Safa Ivrit. J'emploie quelques termes en hébreu aujourd'hui parce que c'est une façon un petit peu de montrer que l'hébreu, c'est pas quelque chose d'évident. Aujourd'hui, il y a plus de 10 à 15 millions de personnes qui parlent l'hébreu moderne. À l'époque de Eliezer Ben Yehuda, c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle, c'était une langue qui, effectivement, une langue qui était étudiée uniquement dans les yeshivot. D'ailleurs, Eliezer Ben Yehuda vient d'Europe de l'Est, comme une partie des dirigeants du mouvement sioniste, et a étudié la Mishnah, la Gemara. Pour lui, l'hébreu, c'était encore une fois une langue de Kodesh. Et quelque part, de passage à Paris, où il est venu faire ses études à la Sorbonne dans les années 70-80 du 19e siècle. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Voilà, il y a peu de gens qui le savent. Il a habité à Paris pendant 4 ans. Il était à la Sorbonne. Il a fait des études de lettres. Il a fait des études dans différents domaines. Et il rencontre un juif qui, de façon naturelle pour l'aborder, essaie de l'aborder en employant quelques mots d'hébreu, en se disant c'est peut-être la seule façon pour moi de parler à ce monsieur qui a l'air d'être juif. Et ça fait un petit déclic dans la tête de Eliezer Ben Yehuda, qui évidemment était proche de la langue hébraïque, connaissait les sources, les racines, les bases fondamentales, comme beaucoup de gens qui étaient des Bnei Yeshivot à l'époque. Et c'est seulement à un moment où il décide de monter en Israël, et on est vraiment encore quasiment au tout début du sionisme politique, si ce n'est même un petit peu avant, puisque c'est dans les années 70-80 du 19e siècle, il décide de fonder le premier foyer dans lequel on va se forcer. Quand je dis pas s'efforcer, mais se forcer à parler l'hébreu. Alors, c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on parle d'un pays, c'est quoi un pays ? Il faut un peuple. Alors, le peuple, on l'avait, c'est le peuple juif qui revenait sur sa terre. Il faut bien évidemment un territoire. Alors là, c'était Israël, c'était facile, mais il faut aussi une langue. Sans ces 3 éléments, on n'a pas d'État, on n'a pas un vrai peuple. Et donc, la langue, à l'époque, c'était pas du tout évident. On parlait quoi en Israël ? C'est pas du tout acquis, c'est encore d'autant moins acquis que... Qu'est-ce qu'on parlait ? Chacun parlait sa langue. Évidemment, le yiddish était la langue la plus répandue dans le monde, mais le judéo-arabe dans les pays arabes, et chacun avec ses nuances. D'autant plus qu'il faut savoir que Herzl n'y croyait pas du tout. Herzl, dans l'État juif, voyait le modèle suisse en Israël, en se disant il y aura des différents landes, des différentes régions, où les originaires de différents pays parleront leur langue, parce qu'il ne voyait pas le monde juif pouvoir recouvrir
cette langue ancienne et la rendre une langue pratique. Et Eliezer Ben Yehuda, donc je crois qu'il mérite d'autant plus que cette année, nous fêtons le centenaire de sa disparition, de recevoir cet hommage. Alors on entend Rehov, Ben Yehuda un petit peu partout, dans toutes les grandes villes d'Israël, sans trop parfois faire attention savoir de qui il s'agit, on a affaire. Voilà. Et donc il arrive, il s'installe à 2 pas d'ici, dans une rue que vous connaissez bien, puisque c'est Rehov Ethiopia, à Jérusalem, et il commence un petit peu avec son enfant à créer le premier foyer juif. En tout cas, c'est comme ça que il interdisait à ses enfants de parler autre chose, de parler l'allemand, tout ça, interdisait de parler l'allemand, interdisait de parler le yiddish, et il employait, et surtout, effectivement, il a, au début du XXe siècle, il est mort donc en 2022, il y a exactement un siècle, et il a un petit peu aidé le mouvement sioniste à créer le premier vocabulaire d'un État en marche. Parce que c'est bien de reprendre la langue de la Torah et d'essayer de l'adapter au monde moderne, mais il y a toute une nouvelle réalité d'un État moderne, on est au début du XXe siècle, avec lesquels il faut savoir dire des ministères, de l'administration. Ça paraît, quand on y pense, franchement, ça paraît complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Alors moi, j'ai eu le privilège de visiter ses archives personnelles, et donc il connaissait énormément de langues, puisque c'est une personne érudite, dans l'ordre de l'allemand, du yiddish, le français et d'autres langues anciennes. Et donc il avait des petites fiches individuellement où il essayait de chercher à travers les bases de la Torah. Il n'inventait pas des mots. Oui, c'est-à-dire qu'il a construit l'hébreu moderne à partir de l'hébreu ancien, l'hébreu de la Torah, évidemment. Et il a tout élaboré, quoi. Et il est surtout arrivé, et c'était pas du tout un pari. C'est un pari d'un seul homme, quelque part. Je veux dire, il mérite sa place au panthéon du sionisme, pas moins que d'autres personnes. En tout cas, dans nos cœurs, ça c'est clair. Complètement. Et il est surtout arrivé à réussir son pari et à l'imposer. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris. C'est très difficile de mettre une date. Il y avait une volonté, petit à petit, au début du XXe siècle, d'essayer, comme vous l'avez dit. On savait qu'il fallait une nation, qu'il fallait une terre, il fallait des bases communes. Pour certains, c'était la Torah, d'autres, c'était des valeurs juives importantes. Il fallait cette idée de âme, de léomiout, de nationalisme, etc. Je pense que ça a pris plusieurs dizaines d'années, parce qu'encore une fois, Eliezer Ben Yehuda a fait cette prise de conscience à Paris autour des années 70. Ouais. Donc il fait son alia. Effectivement, il est obligé de trouver un job. Et là, encore une fois, il faut rendre aussi hommage à des gens qui nous sont proches. Il arrive en Israël, son premier job, c'est prof dans une école de l'Alliance à Jérusalem. Donc là aussi, je crois que même comme Herzl à Paris, le sionisme moderne est aussi pavé d'un certain nombre d'étapes francophones. C'est incroyable. Très importantes. Ouais. Et je crois qu'on n'a pas donné assez de place à cet investissement, à cette particularité et surtout à cette réussite. Aujourd'hui, on le sent d'autant plus qu'il y a une anglicisation de la langue hébraïque, mais il y a surtout une Moatzal et la Shona Ivrit, une académie de la langue hébraïque, qui est d'ailleurs dirigée aussi par un francophone, le professeur Moshe Baracher, originaire du Maroc, qui est le plus grand expert, et qui veille, dans l'esprit de Eliezer Ben Yehuda, justement, à essayer de trouver une réponse à tous les nouveaux mots qui se créent, et d'autant plus avec la technologie actuelle. Mais bien sûr. Et voilà, et donc le 29 mai à 18h, on voudrait que... 18h, heure de Jérusalem. On voudrait qu'un maximum de juifs... On peut se connecter indéfiniment ? Oui, on peut se connecter indéfiniment. On a mis une technologie en place. On sera en direct d'un studio à Jérusalem. On a évidemment beaucoup de surprises, de scénettes qui vont mettre en scène Eliezer Ben Yehuda, de personnalités qui vont lui rendre hommage, de petits clips. Ça sera, même pour les gens qui parlent un tout petit hébreu, ça sera tout à fait abordable. Beaucoup de musique, c'est la fête de l'hébreu, quoi. La fête de l'hébreu. Et voilà, exactement. Je crois qu'on aurait pu appeler ça tout simplement la fête de l'hébreu, hommage à Eliezer Ben Yehuda. Franchement, vraiment à ne pas rater le 29 mai. On peut s'inscrire évidemment sur notre page Facebook. C'est obligatoire l'inscription ? Non, on peut le suivre évidemment, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de mettre leurs coordonnées, on peut le comprendre, mais je vais quand même dire, pour les gens qui voudraient être dans un meilleur réseau, on peut s'inscrire sur la page Organisation sioniste mondiale sur Facebook ou sur Instagram OSM France. Mais on peut évidemment se brancher online sur Facebook. Alors, je mettrai bien évidemment le lien sous la vidéo, donc ce sera simple. Vous cliquez, vous arrivez directement le jour J, à la bonne heure évidemment, sur cette Ulpan mondiale, on va dire vraiment. En tout cas, une super initiative. Nous voulons battre le record du monde de la plus grande classe d'Ivrit, le plus grand Ulpan. J'espère que grâce à tous vos auditeurs, on y arrivera aussi. C'est sûr, tout le monde en tout cas a pris date. Merci en tout cas Vizana d'avoir été avec nous et de relayer cette très belle
initiative de l'OSM. On espère à bientôt, puis on espère surtout qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Toda rabba. De rien, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.